Audiolib présente 3 jours et une vie de Pierre Lemaître. Lu par Philippe Torreton. À Pascaline. Pour mon ami Camille Trumer, avec mon affection. Première partie. 1999. Chapitre 1. À la fin de décembre 1999, une surprenante série d'événements tragiques s'abattit sur Beauval, au premier rang desquels, bien sûr, la disparition du petit Rémi Desmet. Dans cette région couverte de forêts soumise à des rythmes lents, la disparition soudaine de cet enfant provoqua la stupeur et fut même considérée par bien des habitants comme le signe annonciateur des catastrophes à venir. Pour Antoine, qui fut au centre de ce drame, tout commença par la mort du chien, Ulysse. Ne cherchez pas la raison pour laquelle son propriétaire, M. Desmet, avait donné à ce bâtard blanc et fauve, maigre comme un clou et haut sur pattes, le nom d'un héros grec. Ce sera un mystère de plus dans cette histoire. Les Desmet étaient les voisins, et Antoine, qui avait alors 12 ans, était d'autant plus attaché à ce chien que sa mère avait toujours refusé les animaux à la maison. Pas de chat, pas de chien, ni de hamster, rien, ça fait des saletés. Ulysse venait volontiers à la grille lorsqu'Antoine l'appelait. Il suivait souvent la bande de copains jusqu'à l'étang ou dans les bois alentours, et quand Antoine s'y rendait seul, il l'emmenait toujours avec lui. Il se surprenait à lui parler comme à un compagnon. Le chien penchait la tête, sérieux et concentré, puis soudain détalé, signe que l'heure des confidences venait de s'achever. La fin de l'été avait été assez occupée par la construction d'une cabane avec les copains de la classe dans le bois, sur les hauteurs de Saint-Eustache. C'était une idée d'Antoine que, comme d'habitude, Théo avait présentée comme la sienne, s'arrogeant ainsi le commandement des opérations. Le magistère de ce garçon sur la petite bande était dû au fait qu'il était à la fois le plus grand de tous et le fils du maire. Ce sont des choses qui comptent dans une ville comme Beauval. On déteste les gens qu'on réélit régulièrement, mais on considère le maire comme un saint patron et son fils comme un dauphin. Cette hiérarchie sociale qui prend naissance chez les commerçants s'étend aux associations et par capillarité gagne les cours d'école. Théo Weisser était aussi le plus mauvais élève de sa classe, ce qui apparaissait aux yeux de ses camarades comme une preuve de caractère. Lorsque son père lui flanquait une tannée, ce qui n'était pas rare, Théo arborait ses bleus avec fierté, comme le tribut payé par les esprits supérieurs au conformisme ambiant. Il faisait aussi pas mal d'effets sur les filles, moyennant quoi, chez les garçons, il était redouté et admiré, mais n'était pas aimé. Antoine, lui, ne demandait ni ne jalousait rien. La construction de la cabane suffisait à son bonheur. Il ne lui était pas nécessaire d'être chef. Tout avait changé lorsque Kevin avait reçu une PlayStation pour son anniversaire. Le bois de Saint-Eustache avait été rapidement déserté. Tout le monde se retrouvait pour jouer chez Kevin, dont la mère disait qu'elle préférait ça au bois et à l'étang, qu'elle avait toujours estimé dangereux. La mère d'Antoine, en revanche, réprouvait ses mercredis sofa. Ça rend bête, ces trucs-là. Elle finit par les lui interdire. Antoine s'insurgea contre cette décision, moins par goût pour les jeux vidéo que pour la présence des copains, dont il était privé. Les mercredis, les samedis, il se sentit seul. Il passa pas mal de temps avec Émilie, la fille mouchotte, 12 ans, elle aussi, blonde, comme un poussin, frisée, avec des yeux vifs, une vraie tête de chipie, le genre à qui on ne refusait rien. Même Théo en pensait pour elle. Mais jouer avec une fille, ça n'est pas pareil. Antoine retourna alors dans le bois de Saint-Eustache et entama la fabrication d'une cabane, aérienne celle-ci, dans les ramures d'un hêtre à 3 mètres de hauteur. Il garda le projet secret, savourant d'avance sa victoire lorsque les copains, lassés de la PlayStation, reviendraient dans le bois et découvriraient la construction. Cette tâche lui prit beaucoup de temps. Il glana à la scierie des morceaux de bâche pour protéger les ouvertures de la pluie, des morceaux de toile goudronnée pour le toit, des tissus pour faire joli. Il aménagea des niches pour ranger ses trésors. Il n'en avait jamais fini, d'autant que l'absence d'un plan d'ensemble le contraignit à de nombreuses reprises. Pendant des semaines, cette cabane occupa tout son temps et son esprit, rendant le secret difficile à garder. Il évoqua bien au collège une surprise qui en ferait baver plus d'un, mais il n'obtint guère de succès. À cette époque,
la bande était littéralement électrisée par la sortie annoncée de la nouvelle version de Tomb Raider. On ne parlait que de ça. Pendant tout le temps qu'il consacra à son œuvre, le chien, Ulysse, fut le compagnon d'Antoine. Non qu'il servît à grand-chose, mais il était là. Sa présence donna à Antoine l'idée d'un ascenseur pour chien qui permettrait à Ulysse de lui tenir compagnie lorsqu'il montait chez lui. Retour à la scierie, pour dérober une poulie, puis quelques mètres de corde, et enfin de quoi fabriquer une plateforme. Ce monte-charge, qui constituait la touche finale de la construction et en soulignait l'ambition, nécessita de nombreuses heures de mise au point, dont une large partie fut occupée à courir après le chien que la perspective de décollage paniquait depuis la première tentative. La plateforme ne restait horizontale qu'avec l'aide d'un bâton servant à en maintenir l'angle gauche. Ce n'était pas totalement satisfaisant, mais Ulysse parvenait tout de même à l'étage. Il poussait des couinements pathétiques pendant toute la montée, et une fois qu'Antoine l'avait rejoint, il se blottissait contre lui en tremblant. Antoine en profitait pour respirer son odeur, le caresser. Il en fermait les yeux de bien-être. La descente était toujours plus facile, Ulysse n'attendant jamais d'être au niveau du sol pour sauter à terre. Antoine rapporta sur place des ustensiles récoltés au grenier, une lampe de poche, une couverture, de quoi lire et écrire, à peu près ce qui était nécessaire pour vivre en autarcie, ou presque. Il ne faudrait pas déduire de tout cela qu'Antoine était d'un tempérament solitaire. Il était à ce moment-là, par la force des choses, du fait que sa mère détestait les jeux vidéo. Sa vie était hérissée de lois et de règlements que Madame Courtin édictait avec autant de régularité que de créativité. D'un tempérament entier, elle était devenue, après son divorce, une femme à principe, comme souvent les mères seules. 6 ans plus tôt, le père d'Antoine avait profité d'un changement de situation professionnelle pour effectuer un changement de femme. Il avait accompagné sa demande de mutation en Allemagne d'une demande de divorce que Blanche Courtin avait prise au tragique. Chose d'autant plus surprenante que le couple n'avait jamais bien marché et qu'après la naissance d'Antoine, les relations intimes entre les époux s'étaient dramatiquement espacées. Depuis son départ, M. Courtin n'était jamais revenu à Beauval. Il envoyait avec ponctualité des cadeaux en décalage permanent avec les désirs de son fils. Des jouets de 16 ans quand il en avait 8, de 6 ans quand il en avait 11. Antoine s'était un jour rendu chez lui, à Stuttgart. Il s'était regardé en chien de faïence pendant 3 longues journées et d'un commun accord n'avait jamais renouvelé l'expérience. M. Courtin était aussi peu fait pour avoir un fils que sa femme pour avoir un mari. Cet épisode consternant rapprocha Antoine de sa mère. À son retour d'Allemagne, il identifia le rythme lourd et lent de sa vie à ce qu'il pensa être sa solitude, son chagrin, et la considéra d'un œil nouveau, vaguement tragique. Et bien sûr, comme l'aurait fait n'importe quel garçon de son âge, il en vint à se sentir responsable d'elle. Elle avait beau être une femme agaçante et même parfois franchement pénible, il crut voir en elle quelque chose d'excusable, qui dépassait tout, le quotidien et les défauts, le caractère, les circonstances. Pour Antoine, rendre sa mère plus malheureuse encore qu'il l'imaginait était inconcevable. Jamais il ne se défit de cette certitude. Tout cela, joint à sa nature peu expansive, faisait d'Antoine un enfant somme toute un peu dépressif, ce que l'apparition de la PlayStation de Kevin n'avait fait que renforcer. Dans le triangle père absent, mère rigide, copain éloigné, le chien Ulysse occupait évidemment une place centrale. Sa mort et la manière dont elle survint furent pour Antoine un événement particulièrement violent. Le propriétaire d'Ulysse, M. Desmet, était un homme taciturne, irascible, solide comme un chêne, avec des sourcils broussailleux et un visage de samouraï furieux, toujours sûr de son droit, le genre à ne pas changer d'avis facilement, et bagarreur. Il n'avait jamais été autre chose qu'ouvrier chez Weisser, jouet en bois depuis 1921. La principale entreprise de Beauval, où sa carrière avait été émaillée d'accrochages et de disputes. Il avait même été mis à pied 2 ans plus tôt pour avoir giflé M. Mouchotte, son contremaître, devant tous leurs collègues. Il avait une fille d'une 15aine d'années, Valentine, qui faisait son apprentissage de coiffeuse à Saint-Hilaire, et un fils, Rémi, 6 ans, qui vouait à Antoine une admiration sans borne et le suivait dès qu'il le pouvait. Le petit Rémi, au demeurant, n'était pas un fardeau. Taillé sur le modèle de son père, il avait déjà l'épaisseur d'un futur bûcheron. Il était facilement capable de monter avec Antoine jusqu'à Saint-Eustache
et même jusqu'à l'étang. Madame Desmet considérait Antoine, et elle n'avait pas tort, comme un garçon responsable à qui on pouvait confier Rémi, lorsque l'occasion se présentait. L'enfant jouissait de toute manière d'une assez grande liberté de mouvement. Beauval est une ville de taille modeste. Dans le même quartier, tout le monde, ou presque, se connaît. Les enfants, qu'ils jouent près de la scierie ou qu'ils aillent à la forêt, qu'ils s'ébrouent du côté de Marmont ou de Fuselière, sont toujours sous le regard d'un adulte travaillant ou passant par là. Antoine, qui avait du mal à garder son secret, avait un jour emmené Rémi voir sa cabane suspendue. L'enfant n'avait pas aménagé son admiration pour cette prouesse technique. Il avait fait plusieurs tours d'ascenseur dans un enthousiasme total. Après quoi, grande discussion. Rémi, écoute-moi bien, c'est un secret. Personne ne doit savoir pour cette cabane. Jusqu'à ce qu'elle soit complètement terminée, tu comprends? Je peux compter sur toi? On n'en parle à personne, hein? Rémi avait juré, craché, croix de bois, croix de fer, et pour autant qu'Antoine pouvait le savoir, il avait tenu parole. Partager un secret avec Antoine, pour lui, c'était faire partie des grands. C'était être grand. Il avait montré qu'il était digne de confiance. Le 22 décembre fut une journée assez douce, quelques degrés au-dessus des normales saisonnières. Antoine était évidemment excité par la venue de Noël. Il espérait bien que son père, cette fois-ci, lirait attentivement sa lettre et lui enverrait une PlayStation. Mais il se sentait un peu plus seul encore que d'habitude. N'y tenant plus, il s'était lancé. Il en avait parlé à Émilie. Antoine avait découvert la masturbation 1 an plus tôt, et cette activité était devenue multiquotidienne. Maintes fois dans le bois, il s'était appuyé d'une main à un arbre, le jean sur les chevilles, et s'était soulagé en pensant à Émilie. Il avait pris conscience qu'en fait, c'était à son intention qu'il avait réalisé tout cela, qu'il avait construit un nid dans lequel il avait envie de l'emmener. Quelques jours plus tôt, elle l'avait accompagné dans le bois. Elle avait regardé la construction avec scepticisme. Il fallait monter là-haut. Peu portée sur le génie civil, elle était venue dans l'intention de flirter avec Antoine. Elle envisageait difficilement d'avoir à le faire à 3 mètres du sol. Elle avait minaudé un moment en tortillant une mèche blonde autour de son index, et comme Antoine, vexé par sa réaction, ne semblait pas d'humeur à se prêter au jeu, elle était repartie. Son passage avait laissé à Antoine un mauvais goût dans la bouche. Émilie en parlerait aux autres. Il se sentait vaguement ridicule. Il était rentré de Saint-Eustache et même l'atmosphère de Noël, la perspective de son cadeau, n'était pas parvenue à lui faire oublier l'échec avec Émilie, qui, avec le temps, prenait dans son esprit des allures d'humiliation. Il est vrai que l'ambiance de fête, à Beauval, était largement teintée d'inquiétude. Décoration, sapins sur la place, concert de la chorale municipale, etc. La ville sacrifiée, comme tous les ans, aux festivités de fin d'année, mais avec une certaine réserve depuis que l'entreprise Weisser, en étant menacée, menaçait un peu tout le monde. La perte d'intérêt du grand public pour les jouets en bois était une évidence. On s'arc-boutait sur les fabriques des pantins, des toupies et des petits trains en frêne, mais on offrait des consoles vidéo à ses enfants. On sentait bien que quelque chose ne tournait pas rond, que l'avenir était menacé. Les rumeurs sur la diminution de l'activité de Weisser circulaient cycliquement. On était déjà passé de 70 personnes à 65, puis à 60, puis à 52. M. Mouchotte, le contremaître, avait été licencié 2 ans plus tôt et n'avait toujours rien retrouvé. M. Desmet lui-même, quoique parmi les plus anciens, vivait dans l'inquiétude. Il craignait, comme bien d'autres, de lire son nom sur la prochaine liste, dont certains prétendaient qu'elle arriverait juste après les fêtes. Ce jour-là, un peu avant 18h, le chien Ulysse traversa la rue principale de Beauval à la hauteur de la pharmacie et fut renversé par une voiture. Le chauffeur ne s'arrêta pas. On porta le chien chez les Desmet. La nouvelle se répandit. Antoine se précipita. Ulysse, allongé dans le jardin, respirait lourdement. Il tourna la tête vers Antoine, qui restait à la barrière, pétrifié. Une patte et des côtes cassées. L'intervention du vétérinaire s'imposait. M. Desmet, les mains dans les poches, regarda longuement son chien, rentra dans la maison, en ressortit avec son fusil, et lui tira dans le ventre une cartouche à bout portant. Après quoi, il fourra le corps du chien dans un sac plastique destiné au gravat. Affaire réglée. Tout avait été si vite qu'Antoine en resta la bouche ouverte, incapable d'articuler le moindre mot. Il n'aurait d'ailleurs
pas eu d'interlocuteur. M. Desmet était rentré chez lui et avait refermé la porte. Le sac gris, contenant les restes d'Ulysse, était stocké à l'extrémité du jardin, avec les autres, remplis de débris de plâtre et de ciment provenant du clapier que M. Desmet avait détruit la semaine précédente pour en reconstruire un neuf. Antoine rentra chez lui assommé. Sa peine était si grande que le soir, il ne trouva pas la force d'en parler à sa mère, à qui l'événement avait de toute manière échappé. La gorge serrée, le cœur terriblement lourd, il ne cessait de revoir la scène, le fusil, la tête d'Ulysse, ses yeux surtout, la silhouette massive de M. Desmet. Incapable de s'exprimer et même de manger, il prétexta qu'il n'était pas bien, monta dans sa chambre et pleura longtemps. D'en bas, sa mère demanda « Ça va, Antoine ?» Il fut surpris de parvenir à articuler un « Ça va, oui », assez clair, qui suffit à Madame Courtin. Il ne s'endormit que très tard. Son sommeil fut visité par des chiens morts et des fusils. Il s'éveilla rompu de fatigue. Le jeudi, Madame Courtin partait très tôt travailler au marché. C'était de tous les petits jobs qu'elle parvenait à glaner ici et là, tout au long de l'année, le seul qu'elle détestait réellement, à cause de M. Kowalski. Un rapia, disait-elle, qui payait ses employés le tarif minimum, toujours en retard, et leur vendait à moitié prix des denrées qu'il aurait dû jeter. Se lever aux aurores pour 3 francs 6 sous. Mais elle le faisait quand même depuis près de 15 ans. Le sens du devoir. Elle en parlait dès la veille, ça la rendait malade. Grand et maigre, un visage osseux, des joues creuses, des lèvres minces et des yeux ardents, nerveux comme un chat, M. Kowalski correspondait assez peu à l'idée que l'on se fait d'un charcutier volailler. Antoine, qui le croisait régulièrement, lui trouvait une tête à faire peur. Il avait acheté une charcuterie à Marmont, qu'il tenait avec 2 commis depuis la mort de son épouse, 2 ans après son arrivée dans la région. « Veut jamais embaucher », grommelait Madame Courtin. « Trouve toujours qu'on est bien assez nombreux. » Il faisait le marché de Marmont et chaque jeudi, il assurait une tournée de quelques villages qui s'achevaient à Beauval. Le long visage émacié de M. Kowalski était un sujet de plaisanterie parmi les enfants qu'il avait surnommé Frankenstein. Ce matin-là, Madame Courtin prit, comme chaque semaine, le premier autocar pour Marmont. Antoine, qui ne dormait déjà plus, l'entendit fermer la porte avec précaution. Il se leva, regarda par la fenêtre de sa chambre, vit le jardin de M. Desmet. Là-bas, dans un angle qu'il ne pouvait percevoir, il y avait le sac à gravats qui... Les larmes le submergèrent de nouveau. Ce n'était pas seulement à cause de la mort du chien qu'il était inconsolable, mais parce qu'elle faisait douloureusement écho à la solitude des derniers mois, toute une somme de déceptions et de déconvenues. Comme elle ne rentrait jamais avant le début d'après-midi, sa mère inscrivait les corvées de la journée sur une grande ardoise accrochée dans la cuisine. Il y avait toujours du ménage, quelque chose à aller chercher, des courses à la supérette et des recommandations à n'en plus finir. Range ta chambre, tu as du jambon dans le frigo, mange au minimum un yaourt et un fruit, etc. Madame Courtin, qui préparait pourtant tout à l'avance, lui trouvait toujours des choses à faire. Elle n'était jamais en peine. Antoine reluquait depuis plus d'1 semaine dans le placard le colis envoyé par son père, qui avait une taille compatible avec une PlayStation dans son emballage. Mais le cœur n'y était pas. La mort du chien le hantait par la manière brutale et soudaine avec laquelle elle était survenue. Il se mit au travail. Il fit les courses sans parler à personne. Au boulanger, il ne répondit que d'un signe de tête. Il aurait été incapable de prononcer un mot. En début d'après-midi, il n'avait qu'une hâte, aller se réfugier à Saint-Eustache. Il rassembla ce qu'il n'avait pas mangé pour le jeter quelque part sur son passage. Devant chez les Desmet, il se força à ne pas regarder le coin de jardin où étaient stockés les sacs poubelles. Il pressa le pas. Son cœur cognait à se rompre. Cette proximité ravivait sa douleur. Il serra les poings, se mit à courir et ne s'arrêta qu'au pied de sa cabane. Lorsqu'il reprit son souffle, il leva les yeux. Cet abri auquel il avait consacré tant d'heures lui apparut d'une laideur consternante. Ses bouts de bâche, de tissu, de toile goudronnée donnaient une impression de bidonville. Il se souvint de la mine dépitée d'Émilie devant cette construction. En rage, il monta à l'arbre et détruisit tout, jetant au loin les morceaux de bois, les planches. Quand tout fut dispersé, il redescendit à bout de souffle. Il s'adossa à l'arbre, se laissa glisser au sol,
et resta un long moment à se demander ce qu'il allait faire. La vie n'avait plus aucun goût. Ulysse lui manquait. Ce fut Rémi qui arriva. Antoine vit, de loin, avancer sa petite silhouette. Il marchait avec prudence, comme s'il avait peur d'écraser des champignons. Enfin, il fut devant Antoine, qui, la tête entre les bras, était secoué de sanglots. Il resta là, les bras ballants. Il regarda le haut de l'arbre, s'aperçut que tout avait été détruit, ouvrit la bouche, mais fut brusquement interrompu. « Pourquoi il a fait ça, ton père ?» hurlait Antoine. « Hein ? Pourquoi il a fait ça ?» La colère l'avait mis debout. Rémi le fixa, les yeux écarquillés, écoutant les reproches sans bien les comprendre, parce qu'à la maison, on lui avait seulement dit qu'Ulysse s'était sauvé, ce qu'il faisait périodiquement. À cet instant, débordé par un insurmontable sentiment d'injustice, Antoine n'était plus lui-même. L'effet de sidération provoqué par la mort d'Ulysse venait de se transformer en fureur. Aveuglé par la colère, il attrapa le bâton qui servait naguère au monte-charge, le brandit, comme si Rémi était un chien et lui le propriétaire. Rémi, qui ne l'avait jamais vu dans un tel état, en fut effrayé. Il se retourna, fit un pas. Antoine prit alors le bâton à 2 mains et, ivre de rage, en frappa l'enfant. Le coup porta la tempe droite. Rémi s'effondra. Antoine s'approcha, tendit la main, lui secoua l'épaule. « Rémi ?» Il devait être assommé. Antoine le retourna pour lui tapoter les joues, mais quand l'enfant fut sur le dos, il vit ses yeux ouverts, fixes et vitreux. Et une certitude lui traversa l'esprit. Rémi était mort.